Hop, démarrer le. Bonjour à tous, bonjour Jesus. Merci à tous d'être là. Donc moi c'est Augustin et j'ai le plaisir aujourd'hui de faire une visite guidée avec Jesus l'Indien. Alors bonjour Jesus, comment tu vas aujourd'hui? Muy bien, muy bien. Buenos días. Muy bien, Bonjour, muy bonjour bien. à tous. Muy bien, voilà, très bien, très bien. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, J'espère bien. voilà, j'ai l'impression. Donc, du coup, Jesus, il y en a déjà quelques-uns qui te connaissent parce qu'on a déjà fait des visites avec toi. Mais pour ceux qui te connaîtraient pas, voilà. Donc, toi, ça fait plus de 28 ans que tu es guide, voilà, à Mexico. Donc voilà, tu connais quand même très bien. Tu parles français, bah, comme un Parisien, hein. Pourquoi tu parles aussi bien français d'ailleurs? Moi, j'ai encore mon petit accent, mais peut-être c'est parce que je vois pas mal de pastis dans le pays aussi. Ah bah oui, ça aide. Ok. Ça aide beaucoup même. Et du coup, aujourd'hui, alors je vois Hélène qui dit un peu haché, mais on entend bien. N'hésitez pas à actualiser votre fenêtre. Peut-être que ça ira mieux après et à Voilà. utiliser la dernière version de Google Chrome. Alors, donc du coup, Jesus, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Bah, aujourd'hui, on va prendre un petit sujet, une petite discussion que nous allons avoir, une petite histoire sympathique, de savoir comment est-ce qu'une des villes les plus habitées dans la planète, une des plus grandes villes du monde, Mexico City, a été fondée. Et qui a fondé ça? Attends, Jesus, Et... pardon, je te coupe Ouais. juste, je te couperai pas beaucoup de fois, mais apparemment, on t'entend pas très très bien. Est-ce que tu pourrais rapprocher éventuellement ton micro pour qu'on t'entende mieux? Peut-être comme ça, vous me dites Voilà, hein, si... je pense. Moi, en Voilà, tout cas, je t'entends mieux là. Donc, OK. Ben, il va falloir quand même que nos amis ils peuvent nous écouter aussi. Est-ce que vous m'entendez mieux si j'approche mon micro comme ça? oui, voilà, C'est vrai que apparemment, c'est Les beaucoup Indiens, ils mieux. sont pas très forts en technologie, hein, donc je m'excuse. Bah, écoute, ça a l'air de pas t'en sortir trop mal en tout cas. Ok. OK, Ok. OK. Donc du coup, oui, juste pour que vous sachiez, j'ai pas présenté l'outil. C'est vrai que voilà, donc vous avez le chat sur votre droite, vous l'avez bien utilisé. On va aussi vous poser des questions sur lesquelles vous pourrez voter. Vous allez voir des vidéos. Tout au long de la visite, n'hésitez pas à poser des questions donc sur le chat à Jesus. Et puis à la fin de la visite guidée, on prendra un temps pour répondre à d'autres questions si vous en avez. Donc, Jesus, dis-moi tout. Pardon, je te coupe plus et on est parti. Voilà, voilà. Non, mais de toute façon, c'est juste une petite introduction de savoir comment une ville si tentaculaire, si habitée, on va dire, elle a été fondée et qui a fondé cette ville et à quelle période. Et en fait, tout a commencé, ça fait assez longtemps, on va dire, entre les années, il y a certains chroniqueurs, certains historiens qui vont dater une migration du nord d'un endroit lacustre qui s'appelait Aztlán. Et ça, c'était entre l'année 1111. Il y a certains d'autres qui disent 1164. Bon, à grosso modo, c'était au XIIe siècle, qui vont quitter l'endroit nordique, un endroit marécageux appelé Aztlán, endroit des hérons. Et c'est la commande d'une divinité qui a ordonné à un chef indien, donc Ok, un aztèque, et Aztlán, pour y aller chercher la terre promise. Et cette d'accord. divinité-là, c'était rien d'autre que la divinité, le dieu de la guerre, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Bon, bah, ça, c'est un nom difficile à dire. Ouais, c'est un nom Et très compliqué, on va plutôt retenir les dieux de la guerre. Voilà. le dieu de la guerre, ok. Et est-ce qu'on poserait pas des Voilà. petites questions juste pour voir si nos amis connaissent bien, voilà, un petit peu l'histoire. Donc, la première question, c'est qui a fondé Tenochtitlan? Donc, est-ce que ce sont les Mexicas, les Aztèques, les Tlatelolcas ou les Mayas? Et la deuxième question, c'est les Aztèques étaient un peuple de pêcheurs, de fleuristes, de commerçants ou de guerriers?
Donc voilà, n'hésitez pas à voter directement sur votre écran et puis Jesus nous commentera les résultats. Et sachez qu'à la fin de la visite, il y aura aussi quelques questions pour voir si vous avez bien suivi. Comme Julio Lepers, il disait question pour un champion. Voilà, exactement. Tu connais même les émissions françaises, Jesus, dis donc. Ouais, quelques-unes, hein. Les meilleures. Voilà, on va dire Ushuaïa, un train pas comme les autres, et moi, je suis un guide pas comme les autres. Bon, bah, c'est ce qu'on va voir pendant la visite. Ouais, je crois, ouais, excusez-moi, hein, mais bon, je suis toujours comme ça, hein. Ouais. Important, hein. Ici, au Mexique, c'est trop tôt. Alors là, est-ce que Alors, vous du avez coup, déjà voté? oui, on va attendre un petit peu encore Ah, parce ok, que ouais, ouais, ouais. les gens sont encore en train de voter. Hop. Ah, moi, je vois quelqu'un qui écrit même en espagnol. Muy bien. Gracias. Gracias, merci. Muchos, amigos. Et On merci de peut se pas. joindre, hein, bon, ça nous fait passer un tout petit peu de temps tranquille en train de voyager dans un autre pays. Ah, maintenant qu'on est confiné, c'est beaucoup mieux, hein, de se rencontrer comme ça, en espérant qu'un jour on va se revoir en vrai. Mais oui. Alors, Marie-Edith, ne voit pas où on vote. En fait, sur votre ordinateur, il faut juste cliquer sur. Vous voyez les différentes questions. Il faut juste cliquer sur les réponses et après envoyer votre vote. Donc, euh, donc voilà, vraiment sur votre écran à gauche, Voilà, voilà. partagez les résultats. Et Jesus, tu vas tout nous dire. Alors, on a une proportion importante d'Aztèques. Est-ce que c'est ça? Ok, Est-ce que c'est les oui, Aztèques qui ont fondé je Tenochtitlan? vois bien. Exactement. Exactement. C'est bien les Aztèques. Et tout à l'heure, je vous dirai la différence entre les Aztèques et les Mexicas. Mais effectivement, bingo, merci, gracias. Euh, c'est bien les Aztèques qui ont Ok. fondé la ville de Mexico et Et du coup, Tenochtitlan. c'était un peuple de quoi, Jesus? Ah, On- alors là, c'est bien un peuple, c'était un peuple de guerriers. C'est Parce ça. que leur divinité principale, c'était les dieux de la guerre, Huitzilopochtli, qui a commandé le départ depuis l'endroit d'Aztlán pour y aller chercher une terre promise. Voilà, cette fois-ci, on voit une image de, de ces fameuses divinités, que c'est Huitzilopochtli. Évidemment, Huitzilopochtli. voilà, la peinture, c'était la sculpture idéographique et la peinture, il y avait des idéogrammes et des pictogrammes. Donc, on voit ici cette image qui fait allusion précisément à les fameux dieux de la guerre. Alors, juste pour nos amis qui Oui, nous suivent, c'est quoi exactement des idéogrammes? voilà, les idéogrammes, c'est la partie qu'ils vont soit faire un bas-relief ou une peinture qui va nous montrer ou nous faire allusion à quelque chose. Les sculptures, c'est un peu similaire, sauf que c'est là, c'est idéographique, c'est-à-dire on a une idée différente de comment est-ce qu'on peut manipuler, représenter une divinité. Mais ça, c'est en peinture, par contre. Cette fois-ci, D'accord. on voit donc cette divinité à laquelle on fait allusion maintenant, c'est rien d'autre que Huitzilopochtli. Donc, retenez pas trop le nom indien parce que c'est compliqué, hein. C'est comme les chaises de l'archiduc, chaises sont-elles sèches, etc. Alors ici, on dit tout simplement le dieu de la guerre, Huitzilopochtli, voilà. Dieu Ok. de la guerre, Il y a, dieu le dieu principal. de la guerre. Il y a Nathalie qui me demande si tu peux mettre le micro encore un petit peu plus près, si c'est Voilà, peut-être possible. comme ça. Ouais, là, c'est Voilà. super, je pense. Si, Je Nathalie, vais est-ce que vous pouvez investir juste dans un me micro confirmer? plus puissant, hein. Excusez-moi. Voilà. Non, mais Voilà, là, voilà. c'est très bien, super. Et donc, du coup, ce dieu de la guerre, tu nous disais que voilà, les Aztèques ont eu une vision et il a demandé au chef des Aztèques de trouver une terre promise, c'est ça? Exactement. Voilà. Nous avons une autre image dans laquelle, ça c'est le premier des barrages, ce parchemin que nous voyons, ça s'appelle le Codice de Boturini, qui va raconter effectivement ce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs, ils vont l'appeler la migration des Aztlán, donc l'endroit lacustre du nord,
jusqu'à trouver la terre promise, de laquelle aujourd'hui on va bien parler de savoir quel est le cœur de la ville de Mexico City. On va dire l'équivalent dans les places d'armes des villes importantes de la France ou bien de l'Europe, les places centrales, les D'accord. places principales. D'accord. Voilà. Et en fait, ce parchemin, bon là, on n'a pris qu'une partie, évidemment, mais c'est un Ah parchemin oui, qui raconte vraiment tout l'épisode et toute l'odyssée, en fait, de cette recherche de la Terre promise, c'est ça? ben oui, parce qu'ils sont partis 1111 environ et ils vont arriver, voilà. De la partie supérieure de l'image, on voit qu'ils sont partis, on va imaginer l'année 1111, 2 siècles plus tard, on va parler pour l'époque 4 ou 3 générations, ils sont trouvés jusqu'à l'autre pointe en bas, ces petits points bleus, que c'est le lac de Mexico, l'équivalent de la ville de Mexico, aujourd'hui Mexico City. Donc, D'accord, ils ont ok. mis 200 ans pour y accéder jusqu'à cette terre promise qu'il avait envoyée, en laquelle il avait condé la, le D'accord. départ, le dieu Ah oui, Huitzilopochtli. 200 ans, c'est un sacré voyage quand même. Donc, du coup, ils sont Ah oui, partis. c'est Bon, pas un voyage, voilà. là, actuellement, ici, c'est à peu près la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais j'imagine qu'on ne sait pas exactement d'où ils sont partis, peut-être un peu plus du nord. Exactement, parce qu'en fait, il y a pas un endroit situé précisément. Il y a certaines personnes qui vont travailler sur la cartographie ancienne et ils croient qu'ils viennent du côté de Pacifique, du côté des Nayarit. Il y a bien d'autres qui disent qu'ils viennent de bien beaucoup plus haut. Donc, Coahuila, il y a d'autres qui vont parler plus haut, aujourd'hui déjà dans le territoire américain, qu'à l'époque, ce n'était pas américain du tout, c'était les Grands Mhm. Lacs. Ok, Mais dans tout cas, c'était une nation de la Coustre, quoi, qui l'ont quitté, qui s'appelait Aztlán. Raison pour laquelle il s'appelait Aztèque. C'est comme d'accord, Paris, ok. les Parisiens, Aztlán, les Aztèques. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, du coup, ils sont arrivés ici. Donc, on voit aussi un autre fragment de ce parchemin incroyable. Et C'est donc là, ils l'avant-dernier, arrivent à celui-là. Mexico, c'est ça? Exactement. Ça, c'est une arrivée. Et en fait, bon, ben, ça se voit des petits bonshommes là, parce que rappelez-vous que vous avez des idéogrammes. Et en fait, ces grands seigneurs, c'est les derniers seigneurs qui arrivent, entre lesquels il venait donc Tenoch, de là où il viendra aussi le nom de Tenochtitlan, la ville fondée par les Aztèques. Et cette colline que vous voyez là, dans laquelle il y a un petit sauterelle, enfin petit Mhm. sauterelle, plutôt une grosse sauterelle, ça s'appelle la colline de sauterelle, appelée aujourd'hui, ou dans la langue indienne, Chapultepec, un endroit stratégique depuis l'époque indienne jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, à côté de cette colline, où il se trouve aujourd'hui un château, que peut-être on va voir tout à l'heure, il est le musée d'anthropologie mexicain, le musée national d'anthropologie, un des plus complets musées de l'Amérique latine. D'accord, ok. Voilà. Donc, ils sont installés ici. Ils ont surnommé cette colline Chapultepec, donc qui s'appelle toujours de Voilà. nos jours Chapultepec. Alors, pourquoi est-ce qu'ils La sont colline des restés, sauterelles. voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont restés à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que c'était la terre promise, Ressus? Alors, il va falloir savoir quand même que la vision, soi-disant, des grands guerriers qui ont quitté le, le territoire de Aslan, ils quittent un endroit lacustre pour venir dans un autre endroit lacustre. C'est-à-dire que l'eau, il était essentiel pour la vie, autant dans la vie quotidienne, qu'il le voyait aussi comme une bénédiction et en même temps comme une forteresse naturelle. Regardez bien la taille de lac qu'il y avait à l'époque. Pour vous donner une idée, entre la largeur le plus long du lac, il y a un côté qui est plus clair, ça c'est de l'eau, comment dire, douce, De l'eau tandis douce. que de l'autre côté, voilà, de l'autre côté, c'est de l'eau salée. Il faut savoir que les Aztèques de l'époque, ils ont fait un barrage qui divisait l'eau. Et l'eau salée, ça venait de tous les minéraux qui étaient autour des volcans, autour de la ville, qu'on verra tout à l'heure. Et donc, ils séparaient l'eau salée et l'eau douce
Par contre, la longueur Oui, parce que c'est une de... région très volcanique aussi. Et toujours actuellement, il y Exactement. a toujours des volcans tout autour de la ville de Mexico et certains qui Le, sont encore en activité d'ailleurs. le lac dans lequel la ville de Mexico a été construite, c'est un lac d'origine volcanique. Mais la longueur de lac qui baissait depuis Zumpango jusqu'à la partie basse, plus bas, ça fait environ des 67 kilomètres. C'est-à-dire Waouh, deux d'accord. fois en longueur, un petit peu plus que deux fois que le lac Léman. Ah oui, donc c'est vraiment gigantesque. Ah, c'est un très grand lac. C'était un très grand D'accord. lac. Et donc, du coup, ils ont formé Tenochtitlan donc au milieu de tous ces lacs. Et Voilà. aujourd'hui, il y a plus tous ces lacs, c'est ça? Ils ont été asséchés, ils ont Voilà. Non, été. le lac, ils sont plutôt couverts. Il faut imaginer que c'est un peu comme Venise, qui reste que des canaux, très peu de canaux d'ailleurs, et c'est couvert comme par une couche. Parce qu'à l'époque, c'était, enfin, petit à petit, ils sont remplis. C'est pas, dans certains endroits, c'était pas si profond que ça. Et donc, ils ont gagné de la terre autour de ces lacs-là, parce qu'il y a autour de montagnes. On va dire que la ville de Mexico, c'est comme, ceux qui connaissent la ville de Grenoble, c'est comme une couvette, en fait. Sauf que la D'accord. couvette, c'est une énorme couvette, un lac, et il commence à remplir avec de terre, qu'on verra plus tard, et à cette construction d'étasser la terre sur l'eau, on peut l'appeler jardin flottant si on veut, mais c'est plutôt des chinampas, Qu'on verra c'est tout de à la l'heure. terre gagnée. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, alors Tenochtitlan, qu'est-ce que ça veut dire Tenochtitlan? Voilà. Tenochtitlan, depuis qu'ils ont visé Chapultepec quand il était dans la partie supérieure, ils ont vu une allée, un chemin qui menait directement dans une petite île. Sur la carte, on y voit, bah, enfermé avec la petite étoile, comme elle est marquée Tenochtitlan. C'est la Mhm. petite île qui, en fait, c'est là-bas où ils ont trouvé le signe, le signal que les dieux de la guerre, il avait donné à le chef qui sont partis pour la migration pour trouver la terre promise. Un aigle placé sur un cactus en train de dévorer un serpent au milieu d'un lac. Et apparemment, l'année de 1325, c'est là où ils ont trouvé précisément cet événement-là. Et c'est là où ils commencent à construire la fameuse ville fortifiée. Fortifiée, la D'accord. fortification, c'était l'eau, rappelez-vous. Ils les prenaient aussi comme une fortification. Et ils commencent à créer la fameuse ville de Mexico et fonder D'accord. Tenochtitlan. Et C'est un juste du mot coup, là, de ce symbole, juste pour nos amis qui nous regardent, ce symbole, il est toujours sur le drapeau mexicain actuel, c'est ça? L'aigle Exactement. Et qui. dans toutes les monnaies mexicaines, derrière, il y a la fameuse l'événement de la Fondation de Mexico. C'est l'aigle placé sur le cactus au milieu d'un lac, en train de dévorer un serpent. D'accord, Voilà. ok. Le drapeau, il ressemble beaucoup au drapeau italien, sauf que le nôtre, il y a l'aigle placé au milieu de la couleur blanche, en fait. Ok. Ok, du coup, et donc, tu allais dire que Tenochtitlan, qu'est-ce que ça signifiait? Voilà. Tenochtitlan, c'est un mot divisé en trois paroles. Hein. Tenoch, tetl, ça veut dire pierre. En français, il me semble que le mot, c'est pierrier. Voilà. Mhm. Le pierrier. Nochitl, c'est figue de barbarie. Et tlan, ça veut dire abondance. Abondance des figues de barbarie au milieu de le pierrier qu'ils l'ont trouvé. Donc, la petite île qui formait partie de l'ancien lac de Mexico City. D'accord, ok. Ok. C'est ça qui veut dire Tenochtitlan. Ok. Et c'est à Et ce donc, moment-là, attends, c'est à ce moment-là que le peuple qui était venu d'Aztlán va changer de nom. Parce qu'ils étaient les Aztèques, vont fonder Tenochtitlan, mais à Mexico. Mexico, ça veut dire le nombril de la lune. Mextli, lune. Chi, nombril, ko, endroit. Endroit de le nombril de la lune. Et c'est ça qui va changer le nom, le gentilise, on va dire, des Aztèques aux Mexicas. d'accord. Parce qu'ils vont fonder Mexico. Ok, Voilà. très bien. Et donc, Mexico, c'est plus la région, c'est ça? Et Tenochtitlan, c'est vraiment la ville. La ville, voilà, voilà. Et la ville D'accord. de Tenochtitlan, c'était une ville fortifiée
on verra une image un petit peu plus tard, voilà, de comment la ville déjà construite. Il faut imaginer que la partie centrale de la ville, celle que vous voyez là dans votre écran, c'est la partie centrale, la place d'armes ou bien la place des temples majeurs. C'est comme nous, la place d'armes, quoi, où il y a l'administration religieuse, on va dire, assez importante, le pouvoir aussi de cette, euh, de cette civilisation en question. Mhm. Voilà, cette partie-là. Alors, on parlait tout à l'heure de ce qui servait comme fortification, c'est l'eau. Alors, regardez bien comment les canalisations, tout autour de la ville, il y a juste des petites allées. Et la partie des Mhm. petites allées qui forment une croix sont dirigées vers les points cardinaux. Donc, les Aztèques avaient quand même un organigramme social et une adéquation de ces monuments, ces édifices, en fonction de l'orientation astrale, nord, sud, est et ouest. Évidemment, comme beaucoup de cultures ont utilisé l'astronomie pour la construction aussi. D'accord, ok. Waouh. Et donc, du coup, donc cette place-là, on la regardera plus en détail. On pourra même voyager dedans. Donc, c'est une Voilà, mais il faut chance. savoir Et la place à comment gauche, est-ce que c'est l'on quoi, Régis? à la place à gauche que vous voyez un petit peu à votre écran, à une place presque similaire, c'est une place qui va être très très emblématique. C'est la place de Tlatelolco. On va dire le grand marché indien, le grand marché aztèque. Et comme les Aztèques c'était des guerriers, ils contrôlaient tout. Tout ce qui était la richesse, la captation et la distribution de la richesse aztèque était sur la place. Donc c'était une place essentielle pour la vie commune, on va dire, c'est comme pour nous dans les villes modernes, les marchés des grossistes, quelque part. Mais en même temps, là-bas, on va imaginer qu'il y avait la banque, qu'il y avait tout ce qui était commercialisé, c'était du côté de la petite place à gauche de l'écran. D'accord. Donc Tlatelolco. du coup, Tlatelolco, c'est plus un peu le pouvoir économique Le et la pouvoir place économique, centrale. le pouvoir administratif. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, ça ressemblait à quoi? Donc, ces petits canaux, je crois qu'on a une image pour un peu nous imaginer comment. Voilà. Imaginons que nous sommes dans une terre 100% terre et nous allons faire des petits trous pour mettre de l'eau. Donc, on formera des piscines. Mais si on n'a que de l'eau et on va regarder bien les tout petits détails de cette parcelle flottante, en fait, elle ne flotte pas parce qu'il y a des petits bouts du bois qui vont rentrer dans l'eau et en même temps, on va le remplir de terre, ce qui va nous garantir que notre terre sera fertile et en même temps démarrer tout ce qui est la culture maraîchère, ce qui faisait et rassurer la nourriture aux gens qui étaient sur place. Donc, il y en avait une grande commercialisation de fruits, légumes, etc., mais que tout était contrôlé donc par les Aztèques. Parce que les Aztèques, pour ne pas se confondre beaucoup, les Aztèques, c'était comme les Romains de l'Europe. Les Ok. Mayas, que c'est une autre civilisation beaucoup plus basse vers la péninsule de Yucatan, la partie sud, était plutôt comme les Grecs. Mais cette fois-ci, on se consacre aux Aztèques parce que c'était des gens qui, à travers la force, à travers la guerre, bah, ils dominaient 350 000 km² environ. Waouh. Ah oui, c'était vraiment un empire gigantesque. Exactement. De là où il vient le mot l'Empire aztèque. D'accord. Ok. Et donc, du coup, on parlait de la place principale, donc du pouvoir administratif. Donc, je propose qu'on se plonge dedans littéralement, hop, et qu'on regarde vraiment à quoi ça ressemblait donc, à l'époque. OK. Oh, voilà. Voilà. Donc ça, c'est Voilà, l'entrée de voilà. la place administrative. Exactement. Ça, c'était les accès à la grande place. Ok. Au fond, nous voyons le fameux temple Mailleur. Voilà, D'accord. deux personnes, deux temples, deux maisonnettes jusqu'à haut. Voilà, celle qui est en rouge est dédiée
à une les trois divinités principales de Tenochtitlan ou de Mexico City ancien, c'est la guerre, celle-ci. Ok. La petite maisonnette à eau en couleur rouge, dédiée à l'honneur de dieu de la guerre Huitzilopochtli. Mais Celui à dont on a gauche, parlé tout à l'heure, qui a envoyé justement les Aztèques. exactement, le dieu de la Ok. guerre. Et en bleu? Et l'autre à gauche, en bleu, c'est rien d'autre que le dieu de la pluie, Tlaloc. Tlaloc, c'était le dieu bénéfique de la fortification, de la fertilité. Et c'est pour ça qu'ils sont, autant que dans un endroit lacustre, pris à Tlaloc comme une divinité essentielle qui envoyait de l'eau et que le lac de Tenochtitlan, ou le lac de la vallée de Mexico ancien, il captait en fait et servait-il comme la vénération de ces deux divinités, la guerre et l'eau, D'accord. Tlaloc et Huitzilopochtli. Et juste ce temple, du coup, il servait à quoi, littéralement? Littéralement, on va imaginer que ça c'est comme les hôtels des cathédrales. C'est là où ça se passe des cérémonies. Par contre, la cérémonie que les gens faisaient à l'intérieur de ces là il faut savoir que les Aztèques derrière une idéologie de laquelle ils pensaient que si les dieux se sont sacrifiés pour nous, la moindre des choses, c'est que nous, on soit sacrifiés pour eux. Raison pour laquelle il y avait le sacrifice humain dans la civilisation des Aztèques. D'accord, ok. Donc, du coup, là, on continue un peu vraiment cette petite visite virtuelle. C'est assez impressionnant de s'imaginer voilà, comment c'était vraiment à l'époque, à l'âge d'or, en fait, de cette civilisation. Ici, c'est quoi, Jesus? Ah, ce temple, il est très, très important. On va dire, la troisième divinité, celle qui va représenter la fertilité en même temps, l'air, la bonté, la sagesse. Il est dédié à un dieu appelé Ehecatl, le dieu du vent, comme Donc, Éole en italien pour la culture gréco-romaine, la civilisation gréco-romaine, Éole, le dieu de vent. Sauf que lui, il y avait l'importance de Quetzalcoatl. Et on l'appelait le temple dédié à Ehecatl, Quetzalcoatl, les dieux créateurs, les dieux de bonté, les dieux de sagesse. Et on verra peut-être un tout petit peu plus tard d'autres images. On va faire allusion à ces temples-là, parce que quand les Espagnols ont détruit tout cet ancien pyramide que vous voyez là dans la visite virtuelle, ils vont construire les nouvelles structures coloniales et modernes. Et rien d'autre que la cathédrale métropolitaine est construite sur les sous-bassements de cet ancien temple, le voilà, temple de Quetzalcoatl. donc là, du coup, tu as répondu Voilà. à la Donc, question de Patricia qui demandait qui était le troisième dieu et tu as aussi répondu un petit peu à exactement. Pauline qui disait que reste-t-il aujourd'hui de cette place d'armes à Mexico, mais on le verra en image un petit peu plus tard. Oui, oui, oui. Et du coup, tout était en pierre blanche aussi à l'époque, comme ça, ou ça, c'est vraiment pour la vidéo? C'est un tout petit peu pour les vidéos parce qu'il y avait encore un tout petit peu plus de couleurs. Ceux qui ont mis les couleurs pour qu'on puisse voir à travers le côté virtuel qu'aujourd'hui, grâce à toute la technologie que nous avons, ça nous permet d'avoir une idée de comment est-ce que les temples ont été construits. Regardez, à différence de ce qu'on voit aujourd'hui dans des visites en vrai, quand on voit des tas de cailloux. On voit quasiment pas des temples, sinon que les sous-bassements. Cette fois-ci, on voit déjà les temples comment est-ce qu'ils étaient, plus ou moins à la période, à l'âge d'or de la période aztèque. Les Aztèques Mhm. ont gouverné de l'année 1325 jusqu'à 1521. 2 siècles aussi. 2 siècles de migration et 2 siècles de pouvoir. D'accord. Ouais, mais en tout cas, c'est impressionnant. Et donc, du coup, donc là, on a vraiment cette place-là. Est-ce qu'on parlerait Voilà. pas du Templo Mayor? Parce que c'est quand même la partie importante, donc c'est celle qu'on voit ici. C'est-à-dire que c'est le temple que c'est le plus important de la partie centrale et administrative, toujours en faisant allusion avec les deux maisonnettes qui sont là-haut. Donc, on connaît déjà les dieux de la guerre, Huitzilopochtli, les dieux de l'eau, Tlaloc, mais à droite de ces temples majeurs, à droite de notre image, pardon,
on trouve une petite structure habitationnelle. C'est l'ancien temple de Moctezuma, un tout petit peu plus vers la droite. À gauche de l'image de temple major, il y a aussi une autre, voilà, celle-ci, où il y a la petite flèche non, à droite. À droite. Ah oui, où Voilà, ça? voilà. Et là, tu viens de passer. Je ne sais pas si nos amis ils voient la petite flèche que des fois il y a Augustin qui met sur l'ordi. En fait, c'est le temple des anciens seigneurs. Par contre, la ville a été conformée des différents bâtiments assez importants comme les zones habitationnelles, on va dire les palais royaux de l'époque, et aussi d'autres bâtiments comme les écoles où ils en avaient toute l'éducation, la formation de la population aztèque. D'accord, ok. Et donc du coup, ce temple Mayor, donc là, on a une autre vision. Donc on a dit que c'était pour le dieu de la guerre et le dieu de la pluie. Donc là, on a une représentation du dieu de la Voilà, pluie. encore, voilà, un idéogramme. Voilà, Comme qui quoi, était c'est vraiment. le dieu de la pluie, Tlaloc. Regardez Tlaloc, comment dans la plupart des sculptures, des peintures, il sera décoré avec la couleur bleue qui fait allusion au ciel et à l'eau qui est sur les lacs, les rivières, les mers, etc. Et ça, c'est, donc, on parlait tout à l'heure de les sculptures. Ça, c'est idéographique. C'est-à-dire, on ne le voit pas comme un homme, on ne le voit pas comme. Mais ils sont humanisés à un genre de monstre, quelque part, qui s'impose et qui, depuis le ciel, il nous fait tomber. Donc, la pluie, les dieux de l'eau, Tlaloc. D'accord, ok. Et là, c'est une représentation du dieu de la guerre, comme on avait vu. Voilà. Il s'appelle Huitzilopochtli. C'est le dieu de la guerre. On voit entre autres un petit bâton de commandement, une espèce de tenue de protection. Évidemment, il n'y a que les panaches que les divinités pouvaient s'utiliser. Donc, ils en avaient les panaches que les divinités qui ont mis en question, ou bien dans la iconographie, dans les bas-reliefs de certains sites archéologiques, si jamais on y voit un personnage qui a un panache, on est en train de faire d'allusion d'un grand seigneur. C'est comme l'équivalent d'une couronne pour un roi ou bien une tiare pour un pape. C'est-à-dire, D'accord, ok. et là, ce principe-là, cette importance de dire, il y a que les hommes de très haut niveau spirituel, dans ces cas-là, on parle d'un dieu. C'est pour ça que les papes, les cardinaux, les compagnies, ils mettent toujours des choses sur la tête. Moi, je mets mon chapeau, par contre. Et alors, Mais t'es pas il y a cardinal. oh, je ne suis pas un cardinal, hein. Mais bon, il y a quand même le bouclier, là, celui qui est en face, Mhm. voilà, qui fait allusion donc à la défense, à la guerre, à la puissance, parce que ça, c'était le principe des Aztèques. Les Aztèques n'avaient pas peur de la mort, parce que la mort n'avait pas les mêmes principes, comme pour C'est nous. vrai que c'est vrai qu'ils ont une vision complètement différente de la mort. Nous, dans le monde occidental, voilà, il y a bon l'enfer ou le paradis. Eux, ils avaient vraiment une Exactement. vision totalement différente. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'on voit là, Ressus. Alors là, précisément, vous savez, on va dire, dans la religion catholique, que c'est celle qui nous concerne des fois dans le pays mexicain, 90% de la population est catholique, 10% de la population reste encore indienne avec des idées, autant certains catholiques que certains indiens, de la même présentation que vous voyez ici. Quand on meurt, après la vision aztèque, ou indienne, on va l'appeler, ou amérindienne, nous, on va quitter la vie pour y aller dans un autre monde que les gens ils vont appeler l'inframonde, où les gens vont on va dire, reposer, mais pas de la manière comme les catholiques ou la religion catholique nous a montré qu'il y avait trois endroits où on pouvait y aller, le ciel, l'enfer, le purgatoire. Mhm. Paradis, enfer et purgatoire. Ici, non. Ici, on a presque, vous avez quelque part un petit peu le côté indien, je suppose, parce que quand il y a nos bien-aimés qui sont déjà partis, on s'en souvient de comment est-ce qu'ils étaient. Ah, mon papa, il était docteur, mon papa, il était architecte, mon papa, il était maçon, mon papa, il était danseur, ah, ma maman, elle était orateur, etc. Alors, regardez ici la partie basse. On appelle ça Antlalocan.
l'abondance de l'eau, de la fertilité, ce qui provoque la vie, même après la mort. C'est comme un volcan d'eau, une source d'eau. Il y a des gens qui nagent au milieu, etc. Mais Mhm. un petit peu plus vers la droite, nous allons voir différentes images. Imaginons que vers la partie supérieure à droite de l'image, on voit des gens qui sont en train de se prendre par la main. Vous le voyez, il y a une Mhm. petite chaînette là des hommes. On va dire qu'ils sont en train de chanter ah la queue le ah la queue le. Ils chantent, ils dansent. Et du côté plus bas, nous voyons des personnages qui sont en train de discuter. Alors, la discussion, c'est de gens qui dialoguent. On va dire comme nous, hein, maintenant, on est en train de dialoguer. Grâce à la Mhm. technologie, vous êtes à 12 000 kilomètres de là où je suis assis. Et puis, ben, j'ai le plaisir de vous rencontrer à travers ces petites conférences qui ont été faites. Et voilà, c'est comme ça que les gens avaient l'habitude de voir les gens. Ah, je me rappelle mon grand-père, mon grand-mère, comme il parlait, mon papa, maman, etc. Et regardez, on voit comme les gens ils font des plantations Mhm. encore. Exactement, ça veut dire que nous, on a la vision de que quand il y a quelqu'un qui part d'ici, on ne va plus le voir visuellement. Il va terminer comme la plupart, hein, tout en crâne. Bon, aujourd'hui, l'incinération, ça existe, mais c'est pareil. C'est la pensée qui va. Parce que nous, même si on a des gens qui ont été incinérés, on ne va pas y penser à la cendre. Non, on va Ok. penser à l'image de la personne en question avec un grand amour et surtout ce qu'il faisait. C'est-à-dire que si un militaire il mourait, ben, il avait des flèches, des arcs, etc. Mais s'ils étaient un écrivain, il avait un stylo ou une plume pour faire des designs. Bon, bref, chacun avait sa place après sa mort. Et du coup, Ressos, si j'ai bien compris, eux, donc en fait, il n'y avait pas vraiment de différenciation entre le bien et le mal. Donc dans cette cosmovision, tout le monde allait au même endroit. Exactement, voilà. On allait dans un endroit appelé Tlalocan, au Mictlan, mais chacun Ok. avait sa place. C'est-à-dire, on ne peut Mais pas remplacer les la place méchants, d'autrui. pour résumer, les méchants, ils restaient avec les gentils. Bon, le méchant était resté avec les gentils, mais les gentils prenaient la place supérieure, évidemment. C'est comme aujourd'hui. Si on a de riches et de pauvres, bon, le pauvre, il ne pourra jamais prendre la place de riche. Le méchant ne pourra jamais prendre la place des gentils. Chacun a une place dans notre vie et chacun connaît sa place. N'est-ce pas, messieurs, dames? On connaît D'accord, tous c'est pour notre ça, là, on place. a une question. Est-ce que l'inframonde est composé de 9 niveaux? Donc oui, c'est… Exactement. C'est une période de, comme on appelle, de descente après la vision de, si on veut l'appeler comme ça, de l'âme. C'est les 9 périodes dans lesquelles il faut rentrer jusqu'au Mictlane. C'est un chemin à faire. Et le chemin à Ok. faire, ça se doit à travers de tout ce que nous avons fait dans notre vie. On le voit du côté théologique. Dans la religion catholique, il y a le rosaire. Le rosaire est prié 9 jours pour le repos de l'âme. Enfin, je rentre un peu dans la théologie chrétienne, mais dans le repos de l'âme pour avoir sa vie éternelle. Tandis que là, c'est les rivières, on va dire, à traverser à travers la Locam pour y arriver, comment Huitzilopochtli lui disait, à la terre promise. D'accord. Ok. Bon, bah, Voilà. c'est passionnant en tout cas. Et puis c'est vrai que cette vision, bon, cette cosmovision, on pourra en parler des heures. Mais là, en tout cas, on a eu un bon aperçu de cet empire du coup à son âge d'or. Et on va passer du coup à la colonisation, donc l'arrivée des Espagnols sur le continent mexicain. Donc là, qui est-ce qu'on peut voir sur la photo? Qu'est-ce qui se passe, enfin sur la photo, sur le dessin? Ouais. Voilà. Alors, ce dessin, il va nous parler déjà d'une rencontre qui était, entre autres, miraculeuse, qui était, entre autres, une grande coïncidence, qui était prévue, etc. C'est l'arrivée, rien d'autre que les fameux conquérants de Mexique, à des conquérants qui a donné plus de fortune à la couronne espagnole de l'époque. C'était Fernando o Hernán Cortés. Ok. Hernán Cortés s'est fait réceptionner par les Indiens au Golfe du Mexique, hein. Par contre, il s'est fait réceptionner comme un dieu et il ne s'est fait pas agresser. C'est ça qui est très différent, qui est très, on va dire, mystérieux, soi-disant, que les Indiens
ancestrale pensaient que c'était le retour d'un bon Dieu qui était parti, qui a promis de revenir dans toute religion en prenant la théologie. Toute religion a une promesse, quoi que ce soit la religion. C'est-à-dire, c'est comme la religion catholique, Christ, il est parti, il est mort, mais il a promis de revenir. Donc, il y avait le fameux dieu Quetzalcoatl, qui était parti, divinité principale, qui était aussi vénéré dans la ville aztèque, et qui a promis de revenir. Et c'est la rencontre, en fait, qui s'est faite entre les Espagnols et les Indiens. Voilà. Alors, de cette manière-là, on voit un tout petit peu, peut-être, un tout petit peu plus à l'avant, on verra une petite scène de l'arrivée des Espagnols, l'arrivée à la ville de Mexico. C'est vrai que c'était... D'accord. Est-ce que nous avons un petit vidéo, je crois? Bah oui, on a une vidéo pour bien s'imaginer. Ça, c'est d'une Voilà, de série qui s'appelle l'arrivée. Herman, qui est vraiment bien faite. Je vous la conseille vraiment. Et donc là, du coup, on va s'imaginer un petit peu donc leur entrée à Tenochtitlan. Bon, du coup, je vous la conseille vraiment cette série. Mais Jesus, il y a j'ai vu une femme aussi qui était avec Hernán Cortés, qui a des traits un peu indiens. Du coup, je pense qu'on a une Ouais. petite question qui est cette femme en fait, et donc quel est le nom de cette femme indigène qui a aidé Hernán Cortés à conquérir Tenochtitlan? Donc, est-ce que là, vous pouvez tous voter. Donc, est-ce que c'est la Malintzin? Est-ce que c'est la Malinche, c'est Doña Marina ou c'est Malinali? Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour voter. J'espère que Marie-Edith, vous avez réussi voilà, à comprendre le fonctionnement du vote. Hop là, on va attendre encore un petit peu. Ok, super Marie-Edith. Et on me demande, est-ce qu'il y a encore un piège avec plusieurs réponses? Il y a en effet un petit piège. Un gros piège, on va dire. Un gros piège même. Ressus, il aime bien faire des pièges comme ça. Ouais. Sinon, je ne serais pas indien pour rien. Hein. C'est ça. Bon, bah, on passe à la fin du vote et Ressus, je te laisse. Est-ce que tu peux voir les résultats sur ton écran? Ressus, je te laisse commenter. Oh là 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 là. Là, j'ai un peu tout. Hein. J'ai du sucré et du salé partout. Alors, moi, dans ce petit piège qui a été organisé pour moi, l'Indien, l'Indien dans la ville, en fait, vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Évidemment, Malinche, c'est le nom avec lequel on les connaît quasiment tous. Hein? Autant les historiens et compagnie. Mais il faut dire que Malinali, c'est le nom, le vrai nom d'origine. On va dire le premier nom qu'elle a reçu, c'était Malinali. Cette dame, c'était une esclave qui qui est née vers Veracruz, à Coatzacoalcos, donc le golfe du Mexique, qui a été envoyée au territoire maya comme esclave et qui plus tard était revenue vers le golfe du Mexique, vers la région de Veracruz, chez les Totonac, qui a été offert aussi, et c'est une des dames qui a été offerte comme cadeau à l'arrivée de Cortés. Et donc, les gens appelaient la Malinche, plus Malinali, sinon Malinche. Donc, Malinali, Malinche, et après,
de Malintzin et Malinche est devenue la compagnon de Cortés. Elle était devenue donc la femme de Cortés et il l'a surnommée Doña Marina à la période évidemment déjà de la colonie de la conquête. D'accord, ok. Voilà. Donc, du coup, Bravo, c'est la même bravo à tous. personne. Voilà, c'est la même personne et vous avez tous la même. Vous l'avez mis à différentes époques, mais tel comme on la connaît mieux, c'est la Malinche, Du coup, tout le monde a raison. Bon, bah, ça, c'est la femme génial. indienne. J'adore ça. Ok. Voilà. Et donc du coup, là, on a la représentation de la Malinche avec Hernán Cortés. Là, c'est une représentation assez occidentale, non? De la Malinche. Voilà, voilà. Ça, c'est plutôt assez Rembrandt et compagnie. Mais il fait bien allusion à ce que ça veut dire, hein. La Malinche est loin qu'elle a été traitée comme des prisonnières, parce qu'en fait, c'était une princesse indienne qui était partie et donnée à différentes ennemis. C'était la raison pour laquelle elle avait déjà parlé l'espagnol, parce qu'elle était en contact avec des gens qui causaient un petit peu l'espagnol. Avant Cortés, il y avait Jerónimo de Aguilar et Gonzalo de Guerrero, 1511, qui ont naufragé. Ils ont cassé leur bateau aux côtés de la mer de Caraïbes. Juan Mhm. de, comment ça s'appelle Monsieur Gonzalo de Guerrero, il a resté sur place. Jerónimo de Aguilar, il est reparti, il a retapé un petit peu le bateau. C'est lui qui a rencontré à Cortés plus tard. Et donc, les Espagnols qui sont restés au premier, on va dire 8 ans avant de l'arrivée de Cortés, ça permettait-il que Malintzin ou Malinche, elle pouvait déjà causer un tout petit peu l'espagnol, comprenait un petit peu de mots d'espagnol, deux à la première rencontre, et quand elle était offerte comme cadeau à l'arrivée de Cortés, c'est la seule qui parlait l'espagnol, ou qui baragouinait quelque part, Mhm. et de manière que c'était la traductrice, hein, plus tard Officielle compagnonne, voilà, et tout à l'heure, d'Hernán c'est tout Cortés. plus tard, c'était la femme de Cortés, avec laquelle ils ont fait un enfant qui s'appelait Martin de Cortés, le descendant direct. Voilà, dans cette autre image, on y voit précisément la rencontre de Cortés à droite. Ces grands seigneurs avec la cape rouge s'appelaient Moctezuma, son vrai Ok. nom c'est Moctezuma, mais bon, Moctezuma, un chef indien, un roi indien, l'avant-dernier roi, parce que le dernier c'était Cuauhtémoc, et la femme qui est en question au milieu, regardez déjà l'importance qu'elle devait prendre, parce qu'elle était au milieu, en train de traduire ce que M. l'Indien il disait à Cortés et ce que Cortés répondait à le grand chef indien. D'accord. Et raison pour laquelle il y a eu des accords, et Cortés, autant que être prise comme divinité, il va gouverner pas loin des 3 mois la grande ville de Mexico Tenochtitlan, donc le grand empire aztèque. D'accord. En Il y a eu fait, un tremblement de terre. il le commandait avec Moctezuma. Ils étaient deux gouverneurs ou comment ça se passait exactement? Voilà, ils gouvernaient en même temps. Ils en avaient, enfin, on faisait plutôt ce que Cortés il disait, parce qu'il était pris comme une divinité. On va dire que celui qui obéissait les ordres, c'était Moctezuma, mais comme Cortés, il avait déjà compris que lui, il était pris comme une divinité, il a pris confiance un tout petit peu et il a mis en prison à Moctezuma, Ok. et c'est là qui a déclenché le mécontentement d'une partie de la population, entre autres un ancien chef aztèque appelé Cuitláhuac, va organiser une guerre contre les Espagnols. La première guerre qui va former contre les Espagnols, voilà, cette guerre va se former dans Tenochtitlan, précisément pour expulser à ce qu'il considérait déjà pas la divinité, sinon celui qui a occupé le territoire et la puissance quoi, de Tenochtitlan. Et cette bataille est une bataille qui a expulsé un tout petit peu, une petite période, à Hernán Cortés. Regarde-le ici. Mhm. Hernán Cortés, il est sorti de la ville dans un quartier loin de la partie centrale où il habitait le gouverneur, qui s'appelle Popotla. Un parc aujourd'hui, un quartier assez historique. Derrière, on voit
soi-disant, qui va le consoler un tout petit peu, c'est Malinche, la La Malinche, fameuse Malinche. Mais la du coup, fameuse là, Malinche. Hernán Cortés, il n'avait pas dit son dernier mot aussi. Ah non, parce qu'en fait, une fois qu'il s'est pris la tête, il a pleuré vraiment de rage de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir fait un ratage, d'avoir souffert une défaite. À ce moment-là, bah, la Malinche dit, voilà, je t'avais dit qu'il fallait quand même pas trop y aller loin, quelque part. Et alors, comme Cortés avait déjà connu la ville de Mexico pendant ces 3 mois de gouvernement, il savait exactement où est-ce qu'il pouvait réattaquer encore vis-à-vis stratégique et il va relancer une deuxième bataille, que ça sera la bataille la plus cruelle. Après, voilà, celle-ci, ça sera la bataille plus cruelle dans laquelle Cortés, comme il savait parfaitement où il se trouvaient les grands chefs, les grands seigneurs, les grands guerriers, il pouvait éventuellement attaquer. Et c'est là où il fait la bataille définitive. Hein. Et une des dernières batailles définitives, il y a eu lieu dans un endroit stratégique aussi pour les Aztèques. Dans une image précédente, nous avons parlé de la place de la réception, la captation, le centre des affaires des Aztèques, Le centre économique. Tlatelolco. Ouais. Mhm. Voilà. Qui Et était donc, dans c'est le plan sur la gauche. exactement. Et à Mhm. Tlatelolco, c'était une région dans laquelle il y a eu la dernière bataille dans laquelle les Espagnols ont gagné la dernière bataille, quoi. La bataille définitive. Et on commence déjà à parler de la naissance de la nouvelle Espagne. D'accord. Et donc, du coup, donc là, on rentre vraiment dans le règne des Espagnols dans la Nouvelle-Espagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, sur cette place de Tlatelolco? Qu'est-ce qui a été modifié, Jesus? Ah ben, l'architecture, entre autres, parce que une fois, voilà, une fois que les Espagnols ont pris contrôle total, l'ancienne architecture, ça leur servait à pas grand-chose parce qu'ils ne savaient même pas comment ça fonctionnait, chacune des pyramides, ni à qui était vénérée, sinon que pour s'imposer, ils commencent à construire, entre autres, des temples, des couvents, comme celui-là que nous voyons à l'image. Celle-ci, c'est la place de Tlatelolco, l'ancien centre des affaires des Aztèques. Et puis, ils vont créer et construire une petite église, enfin, pas si petite que ça, dédiée à Saint Jacques apôtre. Et c'est voilà les temples coloniaux sur les anciens vestiges de la période aztèque. Et en couleur jaune, hein, un petit peu à droite, ça c'est les couvents des franciscains qui ont gouverné, qui ont installé ces sièges pour montrer la supériorité déjà et marquer imposer la nouvelle religion. Donc la religion catholique. D'accord. Et la place principale, par exemple, dont on parlait tout à l'heure avec le Templo Mayor, qu'est-ce que c'est devenu? Ouais. Ou alors cette place-là, regardez par exemple ici, nous avons une récréation virtuelle de comment est-ce que ça a été le temple majeur, ici en couleur beige clair, mais nous voyons aussi au fond un tout petit bout de la cathédrale métropolitaine et la grande place, la place centrale appelée aujourd'hui la place de Zócalo, Mhm. une des 3 ou une des 5 plus grandes places du monde, Ok. la place de la Constitution. Ok, donc là, on répond un peu à la question de Pauline tout à l'heure. On va même voir Voilà. comment est-ce que c'est exactement aujourd'hui. Hop, Voilà. voilà, donc là, on a la cathédrale ici, donc on verra vraiment la place. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a, Ressus? Ici, nous avons déjà les vestiges de l'ancien temple majeur, que c'est précisément l'endroit où il y avait les deux grandes divinités, les dieux de la guerre et les dieux de l'eau, Huitzilopochtli et Tlaloc. Mhm. Et jusqu'au fond là-bas, il y a le fameux musée national des temples majeurs. Toutes les pièces aztèques qui ont été trouvées sur la ville de Mexico se trouvent exposées dans ces grands musées. La visite d'un musée comme celui-là, ça amène plus ou moins 3 heures de visite, une bonne visite dans l'intérieur de ce musée. Par contre, ici, on voit exactement l'ancien vestige. On voit une espèce du fond, des pierres Mhm.
C'est l'ancien vestige de l'ancien temple majeur, le D'accord, ok. temple des Aztèques. Ok, et donc on va Voilà. voir une petite photo. Voilà, donc Voilà. ça C'est ça, en c'est. fait. On va imaginer que nous sommes à l'intérieur du temple majeur. Et voilà, cette place-là, qui est très importante, la place principale mexicaine, la plus grande place, une des plus grandes places de l'Amérique et une des plus grandes places du monde, la Plaza del Zócalo. On l'appelait Zócalo parce qu'il fallait mettre quand même un socle pour mettre quelque chose de plus représentatif du pays. Dans ces cas-là, plus représentatif du pays, c'est le drapeau mexicain qui ressemble beaucoup au drapeau italien, vert, blanc et rouge. Sauf que, comme on parlait tout à l'heure de la fondation de la ville de Mexico Tenochtitlan, vous voyez un tout petit peu l'aigle qui est au milieu d'un lac, sur un cactus, etc. Voilà, ça c'est le drapeau. Et on voit au fond la cathédrale métropolitaine qui a été, on va dire, le Notre-Dame de Mexico. C'est là où était l'ancien temple dédié à Ejecatl Quetzalcoatl, les dieux de la bonté, de la sagesse et du vent. Voilà. Et le palais national, aujourd'hui, c'est le Palacio Nacional, le siège présidentiel et résidence présidentielle où il habite aujourd'hui notre président Andrés Manuel López Obrador, le président actuel. Un président de gauche, par contre. Enfin, je ne suis pas de droite, hein, mais bon, c'était pour dire qui gouverne aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse place de la Constitution. Ah, je crois qu'Augustin a été déconnecté. Il va essayer de se reconnecter. Moi, je continue toujours à vous en parler un tout petit peu, autant que Augustin, il pourra se reconnecter. Et c'est en fait ici, aujourd'hui, ça devient pareil qu'à l'époque de la période aztèque. C'est le centre de l'administration du pays, parce que nous avons le président de la République mexicaine dans le palais national, est à gauche, donc le siège religieux par excellence, que c'est la cathédrale métropolitaine. C'est évidemment à partir de là où les grandes décisions de tout niveau, à niveau religieux et à niveau administratif, c'est là où ils se prennent les décisions importantes. Par contre, j'ai oublié de poser la question à Augustin, mais à la fin, peut-être il pourra me passer de savoir de quelle région où vous êtes euh, en Ah, France. bah, on demandera, Ou... on demandera à la fin. Et du Voilà, coup, on demandera à la fin. je suis là, je suis là. Donc, Voilà, ça, voilà. c'est un endroit qui a été vraiment, vraiment donc modifié par les Espagnols. Il y a un dernier endroit dont j'aimerais bien parler, Jesus. Ouais. On peut le voir ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelle modification a été Ah, apportée? oui, alors là, c'est un endroit qui est très important, qui a toujours été important. Depuis l'arrivée aztèque jusqu'à nos jours, ben, cet endroit-là, il est connu comme la basilique de Notre-Dame de la Guadalupe. C'est rien d'autre que le deuxième lieu religieux plus visité de notre planète après le Vatican. Euh, dans cette colline que nous voyons, parce qu'il y en a plusieurs églises ici, dans cette colline, elle a été vénérée la divinité féminine des Aztèques et des anciens Indiens, appelée Tonantzin-Coatlicue. Encore, il ne faut pas trop retenir le nom, c'est un peu compliqué, voilà, Ouais, là, c'est celle-ci. tu nous compliques la vie, Jesus, hein. Tonantzin-Coatlicue, c'était l'équivalent de la Vierge préhispanique, donc la mère terre ou la mère de la fertilité en même temps. Aujourd'hui, la basilique de Notre-Dame de la Guadalupe est réservée, dédiée à la patronne du Mexique et de l'Amérique latine. On va dire la Vierge de la Guadalupe. Par contre, regardez bien cette image. Vous dites, voilà, une image, elle n'a pas grand-chose de féminine, mis à part que nous voyons la poitrine tout à fait féminine, après le crâne que nous voyons au centre, que c'est la mort, mais la mort pour les anciens civilisations, les anciennes ethnies indiennes, faisait allusion à la vie, parce que la mort, c'est la conséquence naturelle qu'on considère la vie. Et en fait, les pieds de cette image-là, c'est des pieds de félin
qui fait allusion à la terre, comment on s'accroche à la terre, comment on se bénéficie de la terre. Raison pour laquelle nous avons 4 mains dans la partie centrale, 2 mains dans la partie supérieure et 2 mains à côté de l'écran de bord. Et voilà, c'est les mains pour donner et pour réceptionner. Je te donne, mais tu me donnes. C'est la réciprocité de la vie, autant que de la nature. À la nature, on lui donne à manger, c'est la terre, et on se sert à manger. Raison pour laquelle la fertilité va se voir de manière comment une serpent, il y a 2 serpents bicéphales, c'est-à-dire 2 têtes de serpents dans la partie supérieure, qui vont se trouver face à face, comme ça. Et chacune va tirer la langue. Par contre, ces 2 serpents, que c'est la tête de la Vierge préhispanique, si on s'approche plus à l'image, on va voir les 2 yeux de serpent et on verra que c'est en fait un serpent qui est en train de nous regarder avec sa langue qui tire, sa langue bifide. Et voilà. Il y a vraiment deux fait façons de le regarder. Ouais, c'est impressionnant. C'est une vision tridimensionnelle, c'est-à-dire 3 images dans une seule. C'est pour ça que, à l'époque, je suis sûr et certain que des personnalités de la taille de Michelangelo de Buonarroti, Auguste Rodin, Camille Claudel et compagnie, ils auront été admirateurs de cette œuvre d'art et de pouvoir créer une image tridimensionnelle dans les sculptures de l'ancienne Vierge préhispanique, appelée la Tonancincuatlique, la Pachamama, ou carrément la Mère Terre, qui a été incroyable. Vénérée dans le même endroit où aujourd'hui on vénère la ville de Mexico. Et tout a été occupé de manière que les Espagnols commencent à organiser la ville d'une autre manière. Il y a la diviser par quartier, exactement. Regardez ces paravents. C'est une œuvre d'art d'une peinture qui est exposée dans un musée colonial appelé Franz Mayer. Et puis on voit ces paravents comme la rivée espagnole commence à former des petits quartiers tout autour de la grande place. Et dans tous ces genres de quartiers, on voit aujourd'hui tout ce qui est le Mexique contemporain, le Mexique moderne aujourd'hui. Hein. Mais qu'est-ce qu'il nous reste encore de cette ancienne ville aztèque? Parce qu'en fait, maintenant, on va parler de la ville moderne, mais il nous reste encore, voilà, cette photo, elle nous permet de savoir qu'il y a le dernier vestige d'eau des anciens lacs, des canaux, c'est les marais Poitevin de chez nous, un petit peu plus coloré. Hein. Aujourd'hui, c'est que dans tous ces pirogues, qu'aujourd'hui on l'appelle trajinera, c'est pour traîner dans les canaux, il y a pas loin de 170 km de canaux dans la partie sud de la ville de Mexico, appelée Xochimilco, endroit de fleurs. Évidemment, c'est là où aujourd'hui, c'est considéré par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et aujourd'hui, c'est prise pour les Mexicains et les visiteurs qui viennent au Mexique. Si un jour vous venez, ne ratez pas faire un petit tour dans la petite Venise mexicaine. Oui, c'est super sympa parce que vous pouvez louer un petit bateau comme ça pour 3-4 heures. Et en fait, vous avez aussi des petits bateaux qui sont des petits restaurants. En fait, vous avez des personnes dans une barque un peu plus petite qui vous proposent de manger. Vous avez aussi des mariachis. En général, les gens ils vont voilà en écoutant de la musique et pour passer vraiment une bonne après-midi. C'est quelque chose de très festif. Hein. Et du coup, Resso, ça ressemble à quoi Mexico aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir une espèce de un déplacement aérien de la ville de Mexico. Voilà, regardez ici cette image. Hein. On partira dans la forêt de Chapultepec. On va dire c'est l'équivalent de Bois de Boulogne de chez nous. Chapultepec, c'est ce dont on parlait au début. C'est la colline des Sauterelles, c'est ça? La colline des Sauterelles, c'est exactement. Mais sur cette même colline des Sauterelles, ils ont créé un château. Et ce château-là s'appelle le château de Chapultepec, qu'on va l'apercevoir. Voilà, on le voit à la vue aérienne, on va dire. On va survoler. Il faut dire quand même que la ville de Mexico est là, 43 km de large pour 67 km de longueur. Ouais, c'est une ville rectangulaire, tentaculaire, et avec sa banlieue, on peut dire que dans la ville de Mexico, aujourd'hui, il y a pas loin de 22 millions d'habitants.
qu'est dans la Ouais, ville et la banlieue de Mexico. mais d'ailleurs, on s'en rend compte Oui, quand on arrive en avion. Je me rappelle quand j'étais arrivé j'étais arrivé de nuit le 15 septembre 2017 et j'ai vu cette ville gigantesque. Enfin, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. C'est vraiment impressionnant, quoi, de le voir réellement. C'est vraiment très très et grand. voilà. Ouais. Donc là, c'est le Et château dont voilà, tu ça c'est parlais, non? exactement. Et il faut dire quand même que la ville de Mexico, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ville qui est très, très verte. Il y a plein de jardins et des forêts, un petit peu dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest de la ville. On voit par exemple ici, regardez les avenues comme ils sont. Regardez entre tous les buildings, comme il y a plein de verdure. Voilà, les fameux parcs que nous avons. C'est là, c'est la Roma ou la Condesa. C'est la Roma, celui-là. Voilà, un quartier. Voilà, Roma, c'est un quartier assez bohème. Hein. Regardez partout. Évidemment, il y a quand même l'influence aussi européenne. Hein, autant dans l'architecture que dans les anciens monuments hein, qu'on va dédier. Ce quartier de la Roma, elle garde plein des antiquaires, comment ça s'appelle, des galeries d'art et compagnie. Ce bâtiment, il est très important aussi. On le voit de haut. On va le voir plus tard du bas. Voilà, on va laisser avancer un petit peu plus d'image. C'est rien d'autre que l'opéra mexicain. Voilà, celui-là. C'est rien d'autre Ah. que El Palacio de las Bellas Artes, le Palais des Beaux-Arts, des personnalités de la taille de Monsieur Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, l'Orchestre Royal de Londres, les ballets de Bolshoi et compagnie ont eu lieu des spectacles dans l'intérieur de ce palais. Aujourd'hui, il y a 3 musées, mais il continue à être aussi un théâtre. C'est le fameux Palacio de las Bellas Artes. Ouais, c'est Au impressionnant. Et puis départ, cette ça allait couleur être le orange. Théâtre National. Voilà. Ça, c'est Ça date de quelle époque à peu près, Ressus? il a été construit en 1904, terminé en 1934. D'accord, El ok. Palacio de las Bellas Artes, le Palais des Beaux-Arts. D'accord. Et voilà, ces petits jardins, ces parcs, et voilà, encore quelques avenues assez importantes, les palmiers. C'est une ville assez verte, quand même. Hmm. Oui, il y a Voilà le des fameux grands château de parcs. Chapultepec. Ouais. Ça, c'est le fameux château de la. Voilà, regarde ici comment c'est la partie où les Aztèques ils sont arrivés et ils vont fonder Tenochtitlan, mais dans la région qu'on appelle Mexico, qui veut dire au nombril de la Lune. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les Aztèques de Aztlán, ils vont se convertir en Mexicas de Mexico. Voilà. D'accord, ce qu'on disait au début. Voilà, Ouais. voilà. On va avancer un tout petit peu plus. Et on voit encore des buildings qui devient le grand centre de l'administration mexicaine. Voilà, celui-là, ce Ça. bâtiment, il est très, très important. Le bâtiment noir que vous voyez à gauche, c'est rien d'autre. Il est dans un quartier qui s'appelle Nápoles, l'arrondissement de Nápoles, où toutes les rues sont nommées comme les grandes villes américaines, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même pas mal de l'influence de l'architecture américaine aussi dans la ville de Mexico, quelque part. Hmm. Et toutes les rues de ces quartiers-là, ils sont le nom de Texas, Philadelphia, Kansas, Arkansas, New York et compagnie. Voilà. Mais ces bâtiments que vous voyez là, c'est rien d'autre que notre, comme les tours qui étaient à New York qui ont été défaites. Comment ils s'appelaient D'accord. les tours? Les tours jumelles, Twin Tower, Voilà, Twin Tower, mais ça, c'est le sur le centre World Trade. World Trade Center. C'est le World Trade Center de la ville de Mexico. Et voilà, c'est à D'accord, ok. grosso modo ça que la ville a donné aujourd'hui une transformation depuis la période des pyramides jusqu'à nos jours. Voilà. C'est ça. Bon, il faut dire quelque chose, Réseau, c'est que là, la vidéo, elle a Oui, été prise par un jour assez nuageux, mais c'est bizarre parce que quand même, normalement, à Mexico, il fait toujours beau. Tu seras d'accord avec moi. voilà, Là, voilà. là aujourd'hui, j'ai Oui, un oui, ciel bleu généralement. magnifique, hein.
Ouais, mais bon, ouais, c'est bien aussi de l'avoir de cette manière-là parce que on voit quand même que ça, c'est la partie qui couvre la fameuse couvette de laquelle on parlait et que de Mhm. temps en temps, ben, que c'est grâce à toute cette humidité que nous avons encore plein d'eau qui rentre dans les sources souterraines parce qu'il faut dire quand même que la ville de Mexico, elle est sur un lac, construit sur un lac. Mhm. Et donc, voilà, le côté de l'eau qu'on capte, la captation d'eau, c'est les grandes montagnes qui sont autour de Mexico, comme à Mais Grenoble. c'est aussi pour ça que lors des tremblements de terre, il y a quand même pas mal d'immeubles qui s'affaissent, puisque justement, ça a été construit sur un lac, donc les bases sont quand même moins solides, non? C'est ça? Exactement. Ouais. Et que dans les grands tremblements de terre, on a encore un avantage par rapport au territoire, c'est que comme c'est de la terre arcigeuse, c'est de l'argile, et puis de la Mhm. terre humide, ça sert en même temps comme un amortisseur. Raison pour laquelle nous, on vient de passer un tremblement de terre en 2017. Ça fait Trois bientôt ans. 3 ans, et qui a quand même supporté un grand impact de 3,5 sur l'échelle de Richter. Et qu'on a eu, si, pas mal d'édifices qui ont été touchés, mais que par rapport à le nombre d'habitants qu'il y a dans la ville, on a eu à peine Mhm. 400 morts. Quoi. Ouais. Ok. Par rapport à 22 millions, c'est pas vraiment beaucoup. C'est vrai. Bah merci Voilà. beaucoup. En tout cas, Ressus, là, on a eu un bel voilà, aperçu de l'évolution de Tenochtitlan, donc depuis sa fondation jusqu'à Mexico City, en fait, avec voilà toutes Ouais. ces tours incroyables. On a quelques questions pour voir si vous avez Oui, bien oui. voilà, bien compris, bien suivi. Et puis après, on passera aussi, voilà, à vos questions. Donc, une Question partie pour un questions jamais. ouvertes. Voilà, c'est ça. Donc, je vois que les gens sont déjà en train de répondre. Quelles sont les deux divinités qui ont été vénérées sur le temple Mayor? Bon, il y a deux réponses, mais je crois que vous pouvez en cocher qu'une. Donc voilà, est-ce que c'est le dieu du vent, le dieu de la guerre, le dieu du maïs, le dieu de l'eau ou la déesse de la nuit? Je donne pas les noms en aztèque parce qu'ils sont trop compliqués pour moi, Jesus. Et après, la deuxième question, c'est comment s'appelle le nom de la bataille où les Espagnols sont expulsés de Tenochtitlan? Donc, est-ce que c'est la Noche Buena, la Noche Alegre, la Noche Triste ou la Noche Mexicana? Et sur quel temple a été construit la cathédrale de Mexico City? Est-ce que c'est sur le Templo Mayor, la Calmeca, le Temple du Soleil, et Quetzalcoatl, Tzomplonti? Ouais, c'est difficile, hein. Déjà que j'ai du mal avec l'accent espagnol, alors en plus si je dois parler aztèque, Oh là, non, on ne va pas parler aztèque, on va parler français plutôt. Hein. ça me Il va faut dire mieux. quand même Ouais. que les Aztèques, ils prenaient aussi une boisson sacrée qui s'appelait pulque. C'est l'équivalent c'est un hydromel fermenté. Hein, et ça, c'était pour fêter plein de choses. Hein. Et il y avait que les nobles qui buvaient du pulque. Un peu comme D'accord, ok. vous buvez du champagne, de bon rouge. Moi, j'ai des D'accord. très bons souvenirs de votre rouge que vous en avez en Europe. La Lequel? Il y en a Bourgogne, ça beaucoup dit quelque différents. chose. La Bourgogne, ça te plaisait? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Bordeaux aussi, moi j'aime beaucoup Bordeaux. Ben, je sais pas, petite faiblesse pour les Bourgognes. À nous, Saint-Georges, je dirais pas non. Hein. Un Clos Mais t'as Toulouse. habité, t'as habité en France, Ressous, ou j'ai l'impression que c'est ton pays natal? Non, non, non. Tu connais Oui, on toutes les dirait que régions, non, tu non, non. parles, tu parles comme un Français. Enfin, Ah, vraiment, c'est ah, non. impressionnant. Non, non, non. C'est que moi j'ai beaucoup aimé et puis j'ai fait des visites pas mal dans votre pays, que moi je trouve que c'est aussi passionnant. Hein. De la Bourgogne à Bordeaux. Et c'est pas que pour le vin. Hein. Moi, je fais aussi Pour le pastis l'architecture aussi. parce que non, parce qu'en fait aussi dans l'architecture que vous avez une similitude. Par exemple, dans des anciens vestiges romains, ceux qui connaissent un petit peu la région de Lyon, il y a un théâtre romain et puis un quartier habitationnel, un tout petit peu plus haut de théâtre, pas loin des Forvières, dans le quartier de Forvières. Un jour, vous allez sans doute le voir. Donc ici, c'est presque similaire. Voilà, D'accord. voilà, les Bon, est-ce réputations qu'on des verrait pas les habitants. résultats, Ressous? OK. Ah, mais voilà. Attends, attends. On commence par la première, c'est ça? Quelles Voilà. sont Quels les sont les deux? divinités qui ont été vénérées sur le temple Mayor? Voilà les deux maisonnettes de lesquelles on parlait. Euh, exactement.
c'était bien les dieux de la guerre, Ok, Huitzilopochtli. Et il y avait aussi les dieux de l'eau, Tlaloc. Mais bon, le Huitzilopochtli, c'est bien un des dieux principaux des Aztèques. Donc c'est là, d'accord, bingo, merci, c'était le fameux temple rouge. Hein. c'est Dans ça. la deuxième, comment il s'appelle le nom de la bataille des Espagnols qui ont été expulsés à Tenochtitlan? La Nochebuena, c'est une bière mexicaine. Noche Alegre, c'est quand on attaque pas mal le pulque. Euh, et Allegri, ça veut dire heureux. la Noche Alegre. Et en fait, c'était la Noche Triste. C'était assez tristonné pour la couronne royale et surtout pour la défaite des les grands conquérants Hernán Cortés qui s'est retapé après, il s'est réorganisé, il a fait la grosse bataille La dernière bataille. violente pour la Mm. dernière conquête. Voilà. Et Et le dernier, c'est sur quel temple a été construite la cathédrale de Mexico City, on va dire le Notre-Dame de, notre, de notre jour. de Mexico. Sur le temple majeur, sur le Calmeca, le temple du soleil, le temple de Quetzalcoatl. Et en fait, c'était construit la cathédrale sur le temple, les sous-bâtiments de l'ancien temple de Quetzalcoatl. C'est là. Et toutes Mhm. les autres pierres du temple major ont servi pour construire aujourd'hui les grands palais qui se trouvent autour de la place centrale, comme le Palacio de Gobierno, l'Hôtel de Ville et pas mal de palais qui sont autour de la grande place. Et Voilà, oui, ça voilà. c'était un peu une question piège parce qu'en fait le Templo Mayor, c'est les C'est de vestiges qu'on lesquels on voit avait parlé juste à plus. côté. Voilà, et c'est ceux qu'on voit juste à côté. Ok, bon, bah merci beaucoup, Voilà. Jesus. On va passer Mm. aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'en ai déjà une première, Jesus, de Pauline, et qui nous demande, Oui. hop, qui nous demande, Tenochtitlan, c'est un nom qu'on utilise encore aujourd'hui. Non, on utilise plutôt Mexico. On utilise Tenochtitlan, c'est le nom d'origine, mais les gens ils les connaissent tous comme Mexico City. Mexico. D'accord, ok. Hop, Voilà, donc, voilà. n'hésitez pas à écrire. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire des questions. Donc, il y a Pauline qui te remercie pour ta réponse d'ailleurs. Alors, Merci, gracias, Pauline. Muchas gracias. alors j'en ai une autre d'Élise. Élise nous demande, la cité de Tenochtitlan avait-elle des alliés parmi les autres cités de la vallée de Mexico? Si, mais sauf que la cité de Tenochtitlan, c'était le siège de pouvoir, donc tous les autres étaient sur l'ordre de Tenochtitlan. Donc ils gouvernaient plein des autres villes dans les alentours. Tenochtitlan, c'était le centre de pouvoir, donc toutes les autres villes avec lesquelles étaient au contact, ils étaient, on va dire que c'était les villes des chefs, hein, la grande capitale. D'accord, c'est vraiment la ville principale. Euh, Pat- Exactement. Patricia, maintenant, Patricia nous demande, est-ce que Tenochtitlan serait l'équivalent de Lutèce pour Paris? Si j'ai pas compris là, la question, j'ai pas entendu. Est-ce que Tenochtitlan, en fait, c'est un petit peu comme le Lutèce de Paris. Tu sais, avant Paris, ça s'appelait Lutèce sous l'ère Exactement, romaine. exactement. Exactement. On va dire que même avant, à la période des druides et gaulois, cette, cette petite partie-là était prise comme la fondation de ce qu'aujourd'hui on connaît comme Paris, la petite île, ou ce qu'on connaît aujourd'hui comme la presqu'île de Paris. Et c'est l'endroit où il se trouve Notre-Dame, n'est-ce pas? Oui, bah oui, exactement, l'île Saint-Louis. Voilà. Exactement, la ville sandwich. Et puis c'est là, de l'autre côté, évidemment, Saint-Germain-de-Prés. Et puis Voilà. ici, c'est divisé de la même manière, les quartiers. D'abord le centre-ville, après il y a l'autre quartier comme Tlatelolco, de l'autre quartier, il y a Coyoacán, et voilà. C'est Ok. l'équivalent de la ville ancestrale. Alors, on a Merci, Patricia. une autre question de Pauline. Pourquoi, une question très intéressante, pourquoi et quand le lac a-t-il été recouvert alors que c'était la force du lieu? Donc oui, on a vu qu'en effet, les Aztèques s'étaient installés ici parce que justement ce lac les permettait de les protéger en fait des différentes attaques. Donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont recouvert, Ressus? Ah, déjà parce qu'ils n'en avaient pas le même principe, les Espagnols. Les dieux de la pluie et l'eau, ça ne leur intéressait pas du tout, mis à part pour s'en servir l'eau
commun, courant, comme on l'utilise. C'était pas considéré comme une divinité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire venir petit à petit plus de terre pour remplir complet, et pouvoir faire le déplacement de la locomotion qu'ils en avaient, que c'était quoi? Les charrettes, les chevaux. Mhm. Tandis que les gens avant se déplaçaient à pied ou en canoë. Mais parce qu'il Mais n'y une avait pas fois de qu'ils ont chevaux pris ici. contrôle total, exactement, il n'y avait pas de chevaux. Les Indiens ne connaissaient pas les chevaux. Ça a Et été c'est pour ça importé que par les et donc, ils Espagnols. remplissent, en pas loin de 4 siècles, hein, la ville telle comme on la voit aujourd'hui. 5 siècles, ils l'ont mis pour combler la terre telle comme on le voit aujourd'hui. Et la seule partie qui reste d'origine, c'est la partie que nous avons vue dans les images précédentes, Xochimilco, où on fait la fiesta. C'est ça, la Fiesta Americana. D'accord. Donc, c'est vraiment les Espagnols qui ont Exactement. recouvert ce lieu. Bon, bah, j'espère qu'on a bien Exactement. répondu à la question de Pauline. Maintenant, est-ce que Hernán a été aidé pour conquérir Tenochtitlan? Tout à fait, parce que Hernán Cortés, elle était arrivé, et puis il y avait donc les gens qui les prenaient comme une divinité. À ce moment-là, ils ont dit voilà, bah, on va l'accompagner. Donc c'est les grands seigneurs. Autant que grand seigneur, je vais m'allier avec Cortés, et après, il va nous libérer de la. Parce que les Aztèques, c'était quand même on va dire, des empereurs. Et ils demandaient tribut à toute région dans laquelle ils avaient contrôle, et les autres pensaient qu'ils allaient les libérer, mais hélas, c'était bien beaucoup euh, plus compliqué parce que c'est en fait le démarrage de la conquête espagnole sur le territoire mexicain. D'accord, ok. Ok, très bien. Euh, Merci beaucoup, Ressoud. Mais je crois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes. En tout cas, moi, je tenais premièrement à te remercier, Ressoud, parce que là, c'était vraiment une visite passionnante, très intéressante, qui nous a vraiment permis d'avoir l'idée de l'évolution et de ce changement. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci à toi et merci pour cette visite animée, joyeuse, pleine d'informations, mais aussi de petites blagues. Donc, vraiment, c'est super agréable. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à l'équipe de Mexico, évidemment. Donc tout le monde, hein. Alexia, Élise, enfin vraiment tout le monde sans qui ce serait pas possible. Hélène, Liselotte, Alexandrine. Donc vraiment merci tout le monde. Jesus, est-ce que tu as un petit mot à nous dire? Ah si, moi je suis très content aujourd'hui de pouvoir utiliser la technologie pour m'approcher à des gens qui ont d'une région si loin, mais si proche. Parce qu'en fait, bon là, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu et ceux qui vont me connaître un tout petit peu, mes enfants sont en train de faire ils habitent en France, en fait. Mhm. Et ma fille, elle habite à Paris et mon fils, il habite à Lyon. Hein? Ma fille est en train de faire ses études à l'école d'art de Louvre. Et c'est pour ça que moi, j'ai Super. beaucoup d'amour pour votre région, votre pays, autant de Bordeaux, autant que le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et voilà, je connais un tout petit peu parce que je suis allé déjà visiter la France plusieurs fois. Et je me régale à chaque fois que je vais. Pas pour la nourriture ni pour le vin. Ça, c'est surtout pour la convivialité avec mes amis de toute la France. Merci beaucoup, bon courage et bientôt, bientôt, on va se revoir. Je ne sais pas si ici, je ne sais pas si là-bas, mais une fois que ça se calme tout ça, croyez-moi, on va se revoir. Continuez Voilà. bien, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Alors, et donc on vous laisse, on vous quitte en musique, donc sur une musique de Lila Downs, qui est une chanteuse mexicaine. Vraiment, je vous la recommande. On vous enverra ces chansons dans un petit mail après, qui est vraiment, enfin moi j'adore. C'est plein de couleurs, c'est vraiment magnifique. Et et voilà, donc je vous laisse. Là, elle a fait une chanson justement sur la Malinche. Donc voilà, et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la chanson et à nous laisser un petit commentaire après. Merci beaucoup et à bientôt et bonne fin de journée à tous. Muchas gracias a todos. Merci a tous.
pétate, mira que come ese camarón. Niña marina del corazón, mira que baila toro y pétate,